et nous a rejoint autour de cette table. Notre grand entretien de 19h30, un petit peu plus. L'actualité a nécessité ce petit décalage. Bonsoir Alain Madelin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien ministre de l'économie. Vous avez pendant longtemps, et vous êtes toujours le visage du libéralisme à la française, un courant politique qui n'a jamais été majoritaire chez nous, mais on avait envie de vous entendre ce soir, suite aux annonces notamment de Sébastien Lecornu, du Premier ministre, face à cette menace sur l'économie française que ce conflit dont on vient de parler longuement fait planer. Nathalie Vous avez entendu les propositions qui ont été faites par Sébastien Lecornu. Est-ce que vous considérez qu'il ne peut pas faire autrement, qu'il est obligé d'égrener un peu quelques mesures, ou est-ce que vous considérez que tout ça, c'est un petit peu superflu? Et puis je voudrais vous poser une question tout de suite derrière, ou alors je fais tout en vrac. Est-ce que vous considérez qu'on ne devrait pas tenir un discours de vérité aux Français en leur disant ça va être long, ça va être dur et on fera ce qu'on peut? D'abord sur l'actualité, Sébastien Lecornu fait peu, mais il peut peu. Voilà. La situation budgétaire, il y a quelques pays qui font plus, généralement pour des raisons politiques, de politique intérieure, juste avant une élection, ou des pays qui font plus parce qu'ils ont plus de marge de manœuvre que nous. Là, le Premier ministre est amené à faire beaucoup plus que ce qu'il avait annoncé. D'abord parce que la crise se prolonge. Et c'est vrai qu'on a un peu en France une habitude, au quoi qu'il en coûte, au guichet, etc. Mais une fois que j'ai dit ça, 10, 20 euros, 30 euros, 40 euros, c'est beaucoup pour beaucoup de gens. Je rappelle que le salaire moyen, le salaire médian en France, 50% en dessus, 50% en dessus, c'est 2173 ou 83 euros. C'est très, très, très peu, parce qu'une fois que vous enlevez tous les prélèvements obligatoires directs et indirects, ça fait un reste à vivre qui est très, très faible. Vous avez 10% des Français qui sont à 5 ou 10 euros près en fin de mois. Et 30 ou 40% qui vivent dans la crainte d'un pépin. Et d'un pépin de 300 euros. 300 euros, c'est la petite panne de voiture. Mais donc vous êtes favorable à ces aides de la part du gouvernement dans cette situation? Je dis qu'il y a un principe de précaution, d'abord politique, pour un gouvernement. On a tous le souvenir d'Édouard Philippe. Et on a tous le souvenir des Gilets jaunes. De la crise des Justement, Gilets jaunes. même problème, etc. La facture des Gilets jaunes, elle a été rude. Ça a été 17 milliards au début, et maintenant, chaque année, on entraîne une douzaine. La facture a été rude. Je ne dis pas que... il y a tous les gens qui sont dans ces situations-là, ils réussissent à survivre d'ailleurs face à des aides comme celle-là. Et des gens qui sont aujourd'hui dans des situations compliquées, ils ont absolument besoin qu'on les aide. Alors le Premier ministre a fait peu, il fait un peu plus aujourd'hui, et il dit, et c'est la réponse à votre deuxième question, il dit, mais je ne sais pas où on va. Et vous ne savez pas, moi non plus, on ne sait pas où on va dans cette crise. On sait une chose, c'est que si elle se durait, on aurait une situation économique extrêmement difficile, et qu'il faudrait trouver à ce moment-là d'autres moyens que simplement des petites économies sur le budget. On sait aussi que si elle s'arrêtait demain, dans un paquebot, ça va être un peu long à arrêter. Pourquoi ? Ça ne reprendrait pas tout de suite. Parce qu'il y a des tas de bateaux qu'il faut sortir, il y a des problèmes vous avez des problèmes d'intendance. Vous avez aussi un problème technique qui fait qu'un puits de pétrole qui a été à l'arrêt, ça repart pas tout de suite. C'est pas comme un thermostat. Veut dire, en réalité, il faut réinjecter de l'eau, il faut réinjecter du gaz, etc. Ça met assez longtemps. Et donc, rien que si ça s'arrêtait aujourd'hui, il y aurait encore quelques mois de difficultés. Donc, je pense que le plan qu'il a fait est un plan de précaution avec peu de moyens. Il rabote un peu les dépenses. Il demande, j'ai pas très bien compris sur ce qu'il demandait à l'Europe. Mélanie avait été plus claire. Mélanie avait dit, puisqu'on a une crise, on va demander à l'Europe d'être plus tendre avec notre capacité, avec nos déficits et notre capacité d'endettement. Je ne sais pas si c'est ce qu'a voulu dire Lecornu. Qui mériterait d'être précisé. Est-ce que vous considérez qu'on est spécialement fragile, nous, pour des raisons de déficit budgétaire? Oui, bien sûr. Et qu'en gros, avoir finalement refusé
de faire des économies. Le moment où il faut en faire, Bien sûr. c'est-à-dire on pourrait aider. Est-ce que vous êtes critique Oui, bien sur sûr. cette Non, espèce de je suis laxisme? bien naturellement critique sur le budget qui a fait beaucoup trop de concessions, à mon avis. Et tout le monde a été responsable. Oui, oui, bien sûr, tout le monde est responsable. Oui. Il y a ceux qui, à droite, demandaient encore plus de dépenses, il y a ceux qui, etc. Enfin, tout le monde a été un peu démagogique. Et quand l'alliance pour sortir un budget était avec les socialistes, on en a rajouté quand même un peu sur ce que l'on aurait dû faire. Et c'est évident que l'on paie aujourd'hui une facture qui était des économies qu'on n'a pas su faire. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de trouver 4 milliards d'économies en gelant des crédits. Après tout, s'il y avait une capacité de 4 milliards, on aurait pu les mettre dans le budget qu'on a voté. C'est la question que j'allais vous poser, Alain Madelin. L'autre annonce du jour, c'est cette facture de 6 milliards d'euros que nous coûte la guerre au Moyen-Orient. Quelles sont, selon vous, les bonnes solutions qui seraient à adopter? C'est de réduire de 4 milliards, de faire des économies de 4 milliards, ou alors de réclamer un nouvel impôt, de en fait augmenter les recettes de l'État? Non, sans vouloir être cruel, la crise a un peu bon dos, hein. C'est-à-dire qu'on dira, dans quelques temps, on n'a pas pu atteindre ces objectifs. Le budget était très, très difficile à boucler et très, 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 très difficile à exécuter. Et la crise, on dira, maintenant, c'est la faute au pétrole. Oui. Donc il y en a eu pas mal quand même de suite. Entre l'Ukraine, vous disiez les gilets jaunes, le Covid, l'Ukraine. Des petits... Non, mais si vous voulez... Succession de difficultés. Là, le budget a été très difficile à boucler. Il était assez hasardeux sur le fait qu'on puisse le tenir. Oui. Et là, maintenant, on sait qu'on aura beaucoup, beaucoup de mal à la conduire. Pourquoi ? Parce qu'on aura moins de croissance et les dépenses continuent de filer. Et puis à cela, vous rajoutez, bien évidemment, la facture, aujourd'hui, des aides que l'on va donner à certains. Certains, comme toujours, dans ce cas-là, vont les mériter. D'autres, sans doute, un peu moins. Tout le monde va dire et moi, et moi, et moi, et c'est une situation, on a intérêt à ce qu'elle s'arrête le plus tôt possible. Alors justement, on a intérêt à ce qu'elle s'arrête le plus tôt possible. Là, on va repartir dans le budget pour l'année prochaine, qui sera à peine exécuté si on réussit à le faire, qu'il y en aura le suivant. Est-ce que vous considérez que... Non, il n'y aura pas de budget l'an prochain. Bon, d'accord. Alors, il n'y aura pas de budget. C'est-à-dire, expliquez-nous votre pensée. Il n'y aura pas de budget, c'est-à-dire... Il sera votable. Quoi que vous mettiez dans le budget, les gens, à la veille des élections présidentielles, pour de tas de bonnes raisons qu'ils expliqueront, etc., ne voteront pas le budget, fût-il excellent. Ils ne le voteront pas. Donc, on repartira en tantième. On va pas repartir comme ça pendant 200 ans. Non, est-ce que vous ne considérez pas politique... Attendez, on va pas repartir pendant 200 ans. On repartira jusqu'à l'élection présidentielle et immédiatement après, vous aurez une loi de finances. J'ai compris. Mais est-ce que certains, comme Jean-François Copé, d'autres comme Édouard Philippe au début, ont considéré que ça servait strictement à rien de laisser durer la souffrance et que finalement Sébastien Lecornu était contraint, et Emmanuel Macron aussi, à durer plutôt qu'à faire? Est-ce que vous considérez que le temps que nous perdons avant d'avoir un vrai budget, des vraies économies, une vraie politique de réforme est un temps perdu? Écoutez, en matière de temps perdu, mon unité de compte, c'est la décennie. Ah, bon, bah alors. Que de décennies perdues sur un certain nombre de réformes. Je dis que j'étais libéral. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'idées. Franchement, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qu'on aurait dû mettre en œuvre. Et si on les avait mis en œuvre, on ne serait pas dans la panade dans laquelle nous sommes. Nous avons prolongé les courbes. L'addiction... Manque de courage politique ? Addiction de l'ensemble de la classe politique à la dépense publique. Et en retour, c'est un peu l'équivalent du manque de courage politique. Pas forcément. C'est une habitude, c'est un logiciel. Vous avez ça dans la tête, vous savez fonctionner que comme ça. Maintenant, le monde, il fonctionne avec un tout autre logiciel. Il faut savoir penser out of the box. Out of the box, c'est le monde de la Californie, c'est le monde du futur. C'est bon. Il faut avoir des idées folles, des idées, sortir du cadre des idées reçues et inventer. Il n'y a pas beaucoup de candidats pour ça. Oui, justement. Out of the box. Oui, si tout le monde est un peu in the box. Allez, si vous étiez à droite aujourd'hui, ou si vous étiez quelque part aujourd'hui, pas que libéral, parce que je ne peux pas vous qualifier, c'est plus compliqué. Qui est out of the box et qui serait susceptible d'incarner vos espoirs? J'aurais du mal. Je pourrais vous dire quelle est la politique qu'il faut faire. Elle est relativement simple. Elle a 2 piliers. Enfin, elle a 3 mots d'ordre. La croissance, la croissance, la croissance. Pourquoi ? Parce que les économies, le rabot, c'est l'austérité. C'est tout le monde qui baisse les bras. La croissance, les gens se retroussent les manches et ça repart. Personne n'est contre la croissance. Écoutez, je serais curieux de vous... Moi, dans tous les programmes politiques que j'observe au niveau des élections... Vous avez de la chance de les observer, parce que nous, on ne les voit pas. Donc...
regardez, moi, alors, je regarde, vous avez regardé le dernier programme du PS? Oui, alors, non, mais parlez pas Bon, du PS. voilà, bon, allez, je ferme. Mais je veux dire que la dépense publique, l'État est toujours à l'ordre du jour. Aujourd'hui, réellement, ce qu'il faudrait, c'est non pas qu'est-ce que l'État va faire. Votez pour moi, je vous dirai ce que je vais faire pour vous. Non, moi, je ne demande pas ça. Je dis pas... je suis candidat, je vais vous faire confiance, voilà ce que je vais cesser de faire et voilà ce que je vais vous permettre de faire. Les entreprises, d'un côté, et l'État de l'autre. Les entreprises, c'est simple, hein, pour la croissance, c'est la fiscalité et l'allègement des normes. L'État, ça, c'est votre grand combat, l'allègement des normes. Bah oui, bien sûr, j'ai encore fait des propositions récentes qui me paraissent les seuls vrais réalistes, alors que les gens s'enferment un peu dans la technique. On fait comme d'habitude, on promet une grande loi de simplification. Tu parles, la simplification par le haut, ça ne marchera pas une fois non plus. Vous, ce que vous défendez, c'est la simplification bah oui, par le bas, c'est ça? Par le bas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous ne réussissez pas à trouver pendant des décennies la réponse à une question, c'est peut-être parce que la question est mal posée. Vous posez la question, si ça ne marche pas par le haut, on va essayer par le bas. Et par le bas, c'est quoi? On a un tel stock de normes, je ne vais pas vous faire sourire, mais on a un tel stock de normes à réformer qu'il faudrait, au rythme où on va à l'heure actuelle, il faudrait des siècles. Donc la seule solution, c'est de demander à ceux qui sont en bas, qui souffrent des normes, de dire, écoutez, cette norme-là, elle freine vraiment la vie économique, et je vous le prouve. Voilà les études d'impact, voilà, etc., ce que je vous dis. Voilà, je vous demande de supprimer telle norme, voilà, je vous demande de... voilà l'écriture que je vous propose pour cette et à ce moment-là, attendez, parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Une minute. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Et à ce moment-là, vous demandez à l'administration de se justifier. Vous renversez la charge de la preuve. Elle doit dire pourquoi elle l'a fait, comment, quel est l'impact, comment ont fait les autres pays, pourquoi est-elle lisible. Jusqu'à même lui demander, tenez, si c'est aussi lisible que nous, donnez-moi 4 slides pour me montrer que c'est lisible. Ce que je dis là, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est quelque chose que l'on retrouve dans d'autres pays. Moi, je suis contre le fait d'inventer. Mais en revanche, il y a des bonnes pratiques, on peut les copier quand même. Mais alors, qui vous dit que les Français sont pour? Parce qu'on a l'impression quand même que chaque fois qu'il y a un problème ou quelque chose qui ne marche pas, on demande une législation supplémentaire, on demande une protection supplémentaire pour que ça ne se reproduise pas. Et en quoi vous arrivez en disant, bon, on dérégule là maintenant, comme ça on va faire fonctionner la croissance? Je ne dérégule pas. Quand je parle l'État c'est quoi? C'est refonder... Mais les agriculteurs, par exemple, les normes, c'est pour les écologistes, ou c'est pour l'écologie, ou c'est pas simplement pour empoisonner les gens? Il y a toujours de bons prétextes. Il y a toujours de bons prétextes à l'intervention de l'État. Il y a même des lobbies, il y a des gens qui sont faits pour ça. Ou des bonnes raisons. Parfois, ça peut être utile. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais je dis pas que toutes les normes, je balance pas toutes les normes. Je suis pas Milaille, je mets pas tout à la tronçonneuse. Il y a des normes qui sont essentielles, bien évidemment. Mais on peut quand même faire le tri. Et surtout, tenez, regardez le norme en 1990. On n'était quand même pas la jungle en France. Si vous regardez éponger le stock de normes, le supplément de normes, entre 1990 et aujourd'hui. Et maintenant, ça reprend 4 siècles. C'est-à-dire qu'avec la méthode actuelle, ça prend 4 siècles parce que c'est la petite cuillère. Donc, il fallait trouver un autre système. Et quand je termine sur l'autre système, je voulais vous dire, l'autre truc important, c'est non pas le coup de rabot sur la dépense publique, non pas faire des économies, mais rendre la dépense publique efficace, rendre la protection sociale efficace, rendre l'école plus efficace. C'est l'efficacité de la dépense publique. Et si je vous dis ça, à l'arrivée, quand c'est efficace, je vais faire quand même des économies. Je vais avoir un meilleur qualité-prix. Mais là, j'ai quelque chose qui entraîne les gens. Ah, si c'est plus efficace, ça m'intéresse. On écoute ce discours-là, alors que je n'écoute pas le discours de l'austérité. Mais en avril 2027, vous irez à la pêche? Pardon? En avril 2027, vous irez à la pêche? L'élection présidentielle. Écoutez, j'espère avoir un rôle avec quelques amis, on en parlera quelque temps, pour essayer de mettre dans le débat public justement les quelques bonnes idées, pas les bonnes idées farfelues, des bonnes idées sérieuses, comme je l'ai fait un peu pour le droit à la simplification, des bonnes idées très sérieuses avec le mode d'emploi très sérieux, mais où tout le monde se dise on a tous à y gagner. C'est ça qui est important. Car c'est vrai, les réformes libérales, on a à y gagner. Si on fait ces réformes, c'est pas pour punir. Je suis pas pour une écologie positive, punitive, par exemple, mais pour une écologie réaliste, mettre le progrès social au service des enjeux technologiques, écologiques, bien sûr. Nathalie Sacré, justement, vous demandez quel pourrait être votre candidat pour l'élection présidentielle. David Linard. Est-ce que David Linard est celui qui a vos faveurs? Écoutez, David Linard, je l'aime beaucoup, car il a le courage de se dire libéral. Il n'appartient pas directement au système. C'est bien, donc il fait partie des candidats de renouveau. Maintenant, quand vous regardez le magma du centre, ça va être dur de s'affirmer. Je veux dire, j'espère qu'il peut le faire, on verra. Et le magma de droite, vous trouvez qu'il y en a un aussi, un magma de droite, extrême droite, vous considérez que c'est un nouvel ère? Je ne sais pas. Écoutez, je voudrais, moi, essayer de dire, voilà ce que l'on pourrait faire, voilà ce qu'il devrait faire. Puis, pas le dire tout seul, avoir...
sentir que l'opinion est réceptive à ça, la pousser avec des gens qui entreprennent. Laissez-nous bosser, laissez-nous entreprendre, laissez-nous choisir, laissez-nous déverrouiller notre avenir, peuvent dire les jeunes. Parce que l'avenir, il est formidable en réalité. Si vous regardez ce qui se cache derrière les formidables progrès de la technologie et de la science, on a tous quelque chose à espérer. Je voudrais essayer de rendre les gens optimistes mais joyeux. Je pense que c'est possible. Mais du coup, des vieux alors qui sont... Mais du coup, vous préparez, vous dites, je veux compter sur l'élection présidentielle. Concrètement, clairement, qu'est-ce que vous voulez faire? J'aurai l'occasion d'en reparler. Mais ça peut être l'occasion ce soir. On vous invite. Je pense, avec beaucoup de gens qui partagent, qui ont envie de construire ces idées-là, écouter, travailler ensemble, faire en sorte que toute la France qui bosse en réalité, des libertés, qui a envie de liberté d'agir, qui a envie de liberté de choisir, qui a envie de liberté de vivre. Vous ne sentez pas qu'il y a un besoin là qui transcende les partis politiques, qui transcende les chapelles syndicales? En dehors de Jean-Louis Borloo qui peut dire qu'il faut beaucoup de décentralisation pour rapprocher le décideur des c'est vrai. Décisionnaires. Il a raison. Les décisionnaires du peuple. Il a raison sur un point. Des gens comme vous qui sont dans tous les coins. Vous m'interrogez sur Jean-Louis Borloo. C'est un mot de réponse. Mais je vous laisse répondre. Jean-Louis, il a raison sur la décentralisation et même d'ailleurs un processus presque fédéral. Le fédéralisme, ça ne va pas très bien avec notre tradition française, mais admettons, simplement, il oublie une chose. C'est qu'il ne s'agit pas... L'État a confisqué énormément de pouvoir, beaucoup trop de pouvoir. Il a grignoté la société. Si je ne change pas en haut la répartition, si je ne rends pas des pouvoirs à la société d'abord, je vais redonner les pouvoirs volés par l'État à la société, je vais les donner en bas. Je vais refaire la féodalité. Vous voyez, c'est rapide ce que je vous dis, mais vous sentez bien qu'il y a là un problème. Donc la première ligne de partage, c'est de rendre à l'efficacité de la société civile, de la société entrepreneuriale, tout ce qu'elle pourrait faire mieux que l'État. De façon à permettre à l'État, d'ailleurs, d'assurer mieux ses vraies fonctions. Et là, c'est la première ligne de partage. Ensuite, bien sûr, allez, le changement par le bas. Oui, vous avez raison. Alain Madelin, la question sur l'élection présidentielle à venir, c'est le Rassemblement national qui semble, étude d'opinion après étude d'opinion, aux portes du pouvoir. Est-ce que vous redoutez le Rassemblement national à l'Élysée? Je redoute ses idées et je redoute ses accointances à l'Est. Avec la Russie, pour être clair. Oui, pour être clair, oui. Qu'avez-vous pensé cette semaine mais il peut s'en débarrasser. Il peut s'en débarrasser. Je serais heureux d'avoir un débat et de dire, voilà, vous devez changer, vous, Rassemblement national. Vous ne pouvez pas rester à ce point lié et avoir dans votre parti des gens qui représentent tellement les intérêts de la Russie que c'en est une honte. Et qu'avez-vous pensé cette semaine de l'invitation, par exemple, du MEDEF faite à Jordan Bardella et du débat qu'il y a eu autour d'un jeu peut-être de séduction ou en tout cas d'une danse entre le Rassemblement national et les patrons? Écoutez, les patrons ont fait leur devoir. Écoutez, un candidat à la présidence de la République qui peut devenir président de la République. Je pense que c'était leur boulot de l'écouter, ça, il n'y a aucun problème. Et surtout, Marine Le Pen et Bardella ont fait un excellent coup politique. Dites-nous les normes qui vous enquiquinent, dites-nous, et puis nous on va regarder, et puis quand on sera au pouvoir, on fera, une ordonnance et on vous débarrassera de tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais, on ne fera pas ça d'en haut, c'est pas vrai, c'est un peu bidon. Mais bon, c'est un bon coup politique en tout cas. Voilà. Indépendamment de ça, est-ce que philosophiquement, sans utiliser des grands mots, vous trouvez que la logique de départage par le biais des primaires est une ânerie absolue, ou est-ce que vous considérez que c'est quelque chose de bien? Peut-être faites-vous confiance plus volontiers au sondage en disant que côté libéral, c'est-à-dire tout le monde propose des idées, et puis après il y a un darwinisme qui fait que c'est que le meilleur gagne. Moi, j'aurais bien aimé, alors ça c'est mon côté un peu, je m'intéresse au fond, plus qu'à la forme, j'aurais bien aimé un débat des candidats. Que les gens soient concrets sur les solutions qu'ils portent. Mais ça peut être une primaire, ça. Il y en a beaucoup. Oui, élargi, le vrai débat ou un grand débat à la télévision, tout ce que vous voulez. Mais voilà, qu'on puisse débattre des propositions et qu'on puisse les critiquer. Il y a un certain nombre de gens qui portent des propositions tout à fait loufoques. Par exemple ? J'en laisserai la surprise le moment venu. Qui portent tout à fait loufoques, qu'il faudra déconstruire à un moment venu. Et s'il y avait un débat, ce serait la bonne occasion de le faire. S'il n'y a pas de débat, il faudra qu'on se mette au travail. Alain Madelin, quand vous dites primaire élargie, ça peut être les Républicains jusqu'à Sarah Knafo ou Éric Zemmour? Et Gabriel Attal? Et Gabriel Attal de l'autre côté, mais surtout de ce côté-là? Je m'en fous. C'est-à-dire? Je m'en fous. Ce que je veux, c'est le débat. Je veux dire, c'est relativement secondaire. La question de l'union des droites élargie va être une question essentielle sur ces présidentielles. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas de droite. Je suis libéral.
Et je suis libéral, il y a une droite conservatrice qui n'est pas tout à fait la mienne, il y a une droite étatiste, souverainiste qui n'est pas tout à fait la mienne. Donc le mot droite ne veut pas dire forcément tout. Le fait de se résumer à la droite, les gens quand disent... C'est Sarkozy qui a introduit ça. Avant, jamais les gaullistes ont été de droite. Hein, et vous avez le souvenir. Et donc... On a introduit avec Sarkozy la droite, il faut que la droite, etc. Et ça fait un bon clivage politique. Mais derrière, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'étiquette, mettre la droite sur la bouteille, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. Et pour là, vous pensez qu'il peut y avoir, qu'on ne va pas se reprendre le clivage droite-gauche, et que votre out of the box, justement, ça peut être quelqu'un qui est... En quelques mots, très rapidement. Écoutez, Alain Madelin. Franchement, le futur tape tellement fort à notre porte que je trouve inconséquent pour les gens de ne pas, les candidats, et les Français aussi d'ailleurs, de ne pas s'y intéresser. Et il ne s'agit pas seulement de sortir de la panade dans laquelle on est, il s'agit de déverrouiller le futur, les opportunités du futur, les chances notamment pour la jeunesse, et les perspectives de prospérité. Merci. Ça sera un beau débat. Merci beaucoup Alain Madelin, ce sera le mot de la fin et tout de suite sur notre antenne, c'est l'heure des informés.